Ce film s'inspire du fascicule Montpellier à pied, édité par la Fédération française de la randonnée pédestre dans sa collection Rando citadine. Le second itinéraire part lui aussi de la place de la Comédie. Au nord de cette place, l'esplanade Charles de Gaulle. L'office de tourisme de Montpellier, à l'est de la place de la Comédie. Le centre commercial du Polygone. Allée du maréchal Delattre de Tassigny. L'esplanade Charles de Gaulle a été créée au XVIIIe siècle dans l'esprit des Ramblas espagnols. Elle remplace d'anciens remparts. Ces ombrages de platanes sont très agréables pour filtrer la chaleur. Une statue de Montgénéral. Dans le parc attenant le pavillon du musée Fabre. Nous allons arriver au Corum, une structure qui abrite l'Opéra Berlioz. Le musée Fabre, situé dans l'hôtel de Massilian, où Molière vint jouer. C'est le grand musée de Montpellier. Et italiens exposés ici ont été donnés par trois personnes de François-Xavier Fabre au XIXe siècle. Le Corum est dû à l'architecte Claude Vasconi. Sa structure est très sobre, en granit rose. Le Corum abrite non seulement l'Opéra Berlioz, mais également le Palais des Congrès de Montpellier. Allons voir le superbe panorama de la terrasse. L'ancienne église Sainte-Anne. La cathédrale Saint-Pierre.
Montpellier compte 4 lignes de tramway. Dans le lointain, le Massif central. Au nord, le pic Saint-Loup, but de promenade dominicale des Montpelliérains. L'ancienne école des Beaux-Arts et son parc public. Côté est. Les quartiers modernes de Montpellier. Derrière se trouve Antigone. Une passerelle permet de relier l'esplanade au parc public de l'ancienne école des Beaux-Arts. Nous allons voir le jardin archéologique. Nous redescendons les marches du Corum. L'esplanade Lucie Aubrac qui mène au jardin archéologique bordé de cyprès. Superbe allée de cyprès. Il faut admirer la reconstitution des vestiges de la chapelle de l'hôpital médiéval du Saint-Esprit, construit par Guy de Montpellier au XVe siècle. Il accueillait pèlerins pauvres et malades. L'enclos hospitalier regroupait bâtiments d'accueil, cimetières, puits et chapelles. L'endroit a été découvert en 1998 lors des fouilles archéologiques préalables à la réalisation du tramway. La chapelle des XIIIe au XVe siècle a été remontée par la ville, à quelques mètres de son emplacement. Ce jardin est également appelé Jardin des Potiers, car c'est ici, au Moyen-Âge, que cette confrérie œuvrait. Porte du Pilat Saint-Gély. C'est un vestige de la commune clôture, c'est-à-dire du rempart qui ceinturait Montpellier au Moyen-Âge. Reconstitution du franchissement du fossé. Poursuivons. Rue du Pilat Saint-Gély. Nous allons tourner à droite. Rue du Chapeau Rouge. C'est mort par rapport à l'animation du centre-ville. Au numéro 4, les maisons romanes les plus anciennes de Montpellier. Fin du XIIe, début du XIIIe siècle. On rejoint la rue des écoles laïques. À droite, elle nous permet de rejoindre le boulevard Louis Blanc. Boulevard Louis Blanc. Passons devant les bâtiments de l'ancienne église des Ursulines qui abrite maintenant Agora, la cité internationale de la danse. Le couvent des Ursulines fut bâti en prenant appui sur les anciens remparts.
Couvent au XVIIe siècle, puis au XIXe siècle, prison pour femmes et caserne. La porte de la Blanquerie nous permet de rentrer dans la cité historique. Nous retrouvons la rue de l'Université. Du haut de la rue de l'Université, belle vue sur le couvent des Ursulines. Agora. On prend la rue de l'Université. La faculté de droit et de sciences politiques occupe les locaux de l'ancien couvent des Visitandines. À droite, rue de l'École Mage. Les locaux de la faculté de droit et de sciences politiques sont ici plus modernes. Rue Abbé Marcel Montel. Un aperçu sur la cathédrale. Les rues limitrophes, pleines de charme et d'ombrage. Nous débouchons rue Cardinal de Le flanc est de la cathédrale est en réfection. Le square de la Tour des Pins. Un lieu de fraîcheur bien agréable. Ici poussent des arbres fabuleux. Là, un gigantesque micocoulier. Un séquoia. Un ginkgo biloba ou arbre aux 40 écus. Ces feuilles bilobées sont très reconnaissables. Boulevard Henri IV, ainsi nommé parce qu'il se situe à côté du Jardin des Plantes de Montpellier, qui est le plus vieux jardin des plantes de France. Et c'est Henri IV qui a ordonné sa construction. Si nous avons un peu de temps, nous le visiterons. Toujours et encore des platanes. La tour des Pins est l'une des deux tours avec la tour de la Babotte qui reste de l'ancienne enceinte clôturant Montpellier. Il y avait 25 tours autrefois. Au sommet, en effet, des pins. Nostradamus, qui était professeur de médecine à l'université de Montpellier, a prédit que Montpellier disparaîtrait le jour où les pins mourraient. Le parapet qui surplombe le jardin des plantes donne des vues extraordinaires. Le long du boulevard Henri IV. Les serres du Jardin des Plantes. Bâtiment de l'Orangerie. À gauche, rue de l'École de Médecine. Nous retrouvons l'étrange baldaquin de la cathédrale Saint-Pierre. L'entrée de la faculté de médecine, avec deux chirurgiens de part et d'autre, Lapéronie, médecin de Louis XV à gauche et Barthez à droite. Presque en face de l'université, une rue qui monte, la rue Béchamp. Au sommet de la rue Béchamp,
La rue Jean-Jacques Rousseau, il a séjourné au numéro 26. À proximité de la place de la Canourgue, circuit numéro 1. À l'angle de la rue de la Coquille et de la rue du Palais des Guilemmes, remarquez cette structure en coquille Saint-Jacques. Prodige d'architecture qui consiste à supprimer au niveau du sol un des angles de l'immeuble afin de laisser le passage aux hautes roues des carrosses. Bel exercice de style des compagnons du devoir. Par la rue de la Coquille, rejoignons la rue Foch. La rue Foch a été percée en 1872 dans l'esprit des travaux haussmanniens de Paris. Elle est incomplète car elle s'arrête à la rue de l'Aiguillerie. Elle devait aller jusqu'à l'Esplanade. Tout à fait dans l'axe, l'Arc de Triomphe, la statue équestre de Louis XIV et le château d'eau de la promenade du Pérou. On prend la rue d'Albisson, qui se poursuit par la rue des Carmes du Palais. Nous tournerons à gauche, rue de la Valfer. Ici se trouve l'un des plus beaux hôtels de Montpellier, l'hôtel de Lunas, dont le porche est hélas fermé. Engageons-nous à gauche, rue Poitevine. Le vieux Montpellier. Rue Poitevine. Une belle maison peinte en bleu. Tournons à droite, rue de l'Amandier. La rue de l'Amandier va nous permettre de rejoindre la rue de l'Huile. À l'intersection de la rue, de l'Amandier et de l'Huile, des baies géminées des XIIIe et XIVe siècles. À gauche, on retrouve l'ancienne église Sainte-Anne. Flanc sud, place Sainte-Anne. La place Sainte-Anne, qui borde l'église Sainte-Anne, se prolonge par la rue Sainte-Anne. Comme tout est logique ici. La rue Sainte-Anne nous amène rue Saint-Guilhem, fondateur de l'abbaye Saint-Guilhem-le-Désert. En descendant la rue Saint-Guilhem, nous allons prendre à gauche la rue du Puy du Temple. Au numéro 6, l'hôtel de Fise. Avec son superbe escalier à balustrade et à fer forgé. Les vantaux sont divisés en 5 compartiments, bordés d'épaisses moulures, ornés de cabochons de métal sertis dans le bois. Un épais bourrelet de feuilles de laurier forme la séparation entre les vantaux et l'imposte, où sont sculptés 2 personnages, adossés à une hotte stylisée débordante de fruits. On passe devant le puits de la commanderie de Montpellier qui montre que la cité fut bâtie sur un site favorable, bénéficiant d'une nappe phréatique abondante, ce qui permit à de nombreuses demeures aisées d'avoir leur puits. La rue du Puy du Temple se poursuit par la rue du Petit Saint-Jean. Rue Four des Flammes.
Nous la prenons à gauche pour rejoindre l'église Saint-Roch. Église Saint-Roch, c'est le saint patron de Montpellier, pour lequel la ferveur a redoublé lors des épidémies de choléra de 1832 et 1849. L'église du XIXe siècle de style néo-gothique n'a jamais été achevée. En particulier, on voit qu'il n'y a rien au tympan. Difficultés financières. Mais cela lui confère un charme particulier. Saint-Roch est né à Montpellier en 1349, l'année même où la ville devenait française. Elle était espagnole auparavant. Les ex-voto. Rose de la nef. Le maître-autel. La chaire. Face à l'église Saint-Roch, une fresque en trompe-l'œil de l'artiste lyonnais Ducarrois, Vincent Ducarrois. On contourne l'église Saint-Roch par la rue Voltaire. Par cette voûte, nous rejoignons la rue de l'Ancien Courrier. Au plan Pastourelle, on tourne à droite, rue Jacques d'Aragon. Nous allons déboucher derrière l'ancien amphithéâtre d'anatomie. Dû à l'architecte Giral, qui a effectué beaucoup de chefs-d'œuvre ici à Montpellier, l'amphithéâtre d'anatomie a été légué par François de Lapéronie, chirurgien et médecin personnel de Louis XV, à sa mort en 1742, à la ville de Montpellier. Mais aujourd'hui, c'est un changement du tout au tout, c'est la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Hôtel Saint-Côme. Nous repartons par la rue en Rouen. Cela nous donne une superbe vue sur l'amphithéâtre d'anatomie. À l'extrémité de la place Saint-Côme, nous avons une vue plus dégagée. On descend à gauche la rue Jules Latreille. Et encore une rue populaire, la rue Angondeau qu'on emprunte à gauche. La rue Coppe-Jambe doit probablement son nom aux dissections qui se produisaient pour la salle de l'amphithéâtre d'anatomie. La Grand Rue Jean Moulin. Le célèbre résistant y a habité au numéro 21. On descend la grande rue vers le sud.
On tourne à gauche dans la rue du Petit Paris. On tourne encore à gauche, rue des Étuves. On aperçoit le Scaphandre. Au numéro 30, regardez un boulet de canon encastré au-dessus de la porte lors du siège de 2 mois de Montpellier par les troupes de Louis XIII. La ville a capitulé en octobre 1622. Rue Diderot à droite. On pénètre dans le square de la Babotte. Avec la tour des Pins, la tour de la Babotte est l'une des 2 seules tours qui ont survécu de la clôture de Montpellier. Il y avait 25 tours au total. La tour de la Babotte du XIIIe siècle a été surélevée au XVIIIe siècle pour servir d'observatoire d'astronomie à la Société royale des sciences. Boulevard Victor Hugo. Vue extérieure de la tour de la Babotte. La rue de la République mène à la gare ferroviaire Saint-Roch. Toujours beaucoup d'immeubles haussmanniens. Le square Planchon. Premier poumon vert de Montpellier en sortant de la gare. Une maison qui rappelle plutôt le style nordique que le sud de la France. La gare ferroviaire de Montpellier-Saint-Roch. C'est en 1858 que les frères Buller ont dessiné ce square. Le square porte le nom de Jules-Émile Planchon, le savant qui, par ses travaux sur le phylloxéra, permit de reconstituer le vignoble français. La rue Maguelonne, qui jouxte le square, est plantée de beaux palmiers. Le temple protestant est de style byzantin. De beaux immeubles jalonnent la rue Maguelonne, qui nous ramène vers la place de la Comédie. Les moulures de l'immeuble de la BNP. Les belles marquises. Retour à notre point de départ, la place de la Comédie. Fin du circuit numéro 2 autour de l'Écusson. Vue générale de la rue Maguelonne.